Bonjour et bienvenue. Mon nom est Mark Purdon, titulaire de la chaire sur la décarbonisation. On a le plaisir d'avoir avec nous professeur Maya Yagin, qui est professeure au département de sciences politiques ici à l'UQAM. Et elle est aussi impliquée dans la chaire sur la décarbonisation. Elle fait partie de nos comités de direction. Donc, on est vraiment content qu'elle soit là avec nous. Merci. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci aussi à Mark Purdon, titulaire de la chaire sur la décarbonisation et son équipe pour organiser ces webinaires. Marc m'a demandé de présenter mon livre qui est sorti à la fin de l'été dernier, donc une trentaine de minutes de présentation. Il s'agit d'un essai plutôt qu'un livre scientifique qui a été publié à la fin de l'année dans la collection Le Monde en poche. L'idée de cette collection, c'est de donner un éclairage critique quant aux enjeux internationaux d'aujourd'hui, et ceci pour un public plus large. Donc, ils veulent que c'est des petits livres qui sont accessibles à un large public. C'est donc pas un livre strictement scientifique. En même temps, c'est des livres qui sont évalués par un comité éditorial et puis sont aussi évalués par des évaluateurs anonymes. La particularité, c'est qu'il faut avoir 64 pages précises, il faut 4 chapitres et pas plus de 15 références. Donc, c'est un peu ça, les règles du jeu de ces essais où j'ai essayé de répondre. En fait, j'avais deux objectifs principaux. L'un, c'était d'explorer l'action de l'État pour répondre aux défis environnementaux. Donc, explorer un peu quelle est la marge de manœuvre que l'État a, quelles sont les contraintes que cet État-là aussi. Et c'était un peu peut-être une motivation personnelle parce que j'ai soit des étudiants, soit aussi des amis ou des connaissances qui disent ouais, de toute façon, l'État ne fait rien ou il ne fait pas assez à la crise climatique où les problèmes environnementaux sont tels et l'État ne fait rien. Et après, il y a aussi ceux qui disent ah, bah, de toute façon, l'État n'est pas le bon acteur pour faire quelque chose, l'État fait mieux. Ou bien encore ceux qui disent l'innovation, donc les problèmes vont être réglés à un moment donné. Et donc, par rapport à tous ces énoncés, évidemment, c'est peut-être le biais d'une politologue. Je dis, mais non, l'État a un rôle à jouer, puis je pense qu'il joue un rôle important. Et donc, c'était un peu un premier objectif pour dire, oui, non, l'État, il y a quelque chose à faire, et puis il fait des choses déjà. C'était aussi deuxième objectif, c'était d'introduire en français la littérature sur l'état environnemental qui a commencé à émerger dans le monde anglophone et qui n'est pas thématisé en tant que tel en français. Et donc, l'argument principal, c'est l'État est devenu et demeure l'institution la plus puissante pour coordonner les actions humaines pour répondre aux défis environnementaux. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, juste un rappel ce que j'entends par État. Donc, c'est une organisation administrative, juridique et coercitive qui est fondée sur des règles de droit, qui structure les rapports entre la société civile et l'autorité publique, mais aussi au sein de la société même. Donc, les plus que le gouvernement. Je pense que c'est important de le souligner. Donc, si on fait l'analogie avec l'État-providence qu'on fait parfois dans la littérature, c'est vous pouvez avoir un gouvernement de droit ou un gouvernement social, on peut changer d'un place avec un changement de gouvernement. Évidemment, avec le temps, ils peuvent être modifiés. Et de la même manière, dans un État environnemental, vous pouvez avoir des gouvernements avec des sensibilités différentes par rapport à l'enjeu environnemental, mais les politiques en place ne vont pas changer d'un jour à l'autre non plus. Vous avez aussi, comme il y a des États-providence qui sont plus ou moins généraux, donc vous avez l'État libéral, l'État social-démocrate ou l'État conservateur. Il y a aussi, en fait, des États environnementaux qui sont plus ou moins développés. Donc ça, c'était une question de définition, qu'on parle un peu de la même chose ici.
Pour la présentation, je vais reprendre la table des matières, donc comme j'ai mentionné, les 4 chapitres auxquels j'avais droit pour la collection. Donc d'abord la question environnementale et l'anthropocène. Donc c'est un peu la mise en contexte. Pourquoi sommes-nous arrivés à une crise critique sur le plan environnemental? Qu'est-ce qui explique tout ça? Un deuxième chapitre, l'État face à la question environnementale, où j'essaie de montrer quand et comment l'État a commencé à s'intéresser aux problématiques environnementales. Troisième chapitre, l'État renforce son emprise. Donc, je me pose la question, est-ce que cet État-là, il est capable de se réformer, d'aller plus loin? Et finalement, le quatrième chapitre, l'État peut-il mettre la société sur une trajectoire durable? Vous voyez, c'est le seul chapitre qui a un point d'interrogation, où j'essaie de voir dans quelle mesure l'État est capable de piloter une transformation sociétale en profondeur. Et évidemment, une transformation qui serait nécessaire si on veut répondre aussi aux objectifs de l'accord de Paris, etc. Donc, premier chapitre, comment sommes-nous arrivés à un état environnemental critique? Comment avons-nous créé en fait cette ère anthropocène? Et donc, dans le livre aussi, je mentionne ce concept d'anthropocène que certainement plusieurs d'entre vous, vous êtes familiers avec. Donc, il s'agit de cette époque où l'être humain a agi de manière déterminante sur le plan géologique, et ceci à l'échelle mondiale. Donc, c'est un concept qui n'est pas encore complètement enterré par les géologues. Donc, ils sont encore en discussion si c'est vraiment l'ère géologique qui va remplacer l'Holocène. En même temps, c'est un concept qui est vraiment entré dans la littérature, dans les sciences sociales, dans les médias, et on l'entend un peu partout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du XVIIIe siècle, animé par la révolution industrielle, il y a un nombre de changements très importants. Donc, la croissance démographique et économique lente et discontinue passe à une croissance économique rapide et continue. L'économie organique passe à une économie fondée sur des énergies fossiles. Et les répercussions environnementales qui étaient avant plutôt locales et plutôt relativement faibles deviennent des impacts profonds et aussi à l'échelle mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, donc à peu près à partir des années 1950, il y a un essor économique jamais vu, il y a une industrialisation mondiale, il y a un développement techno-scientifique, il y a une croissance démographique très rapide. Bref, vous avez ce que l'historien environnemental John McNeill appelle la grande accélération. Et je vous montre là les petits graphiques parce que je trouve qu'elle résume très bien en fait cette grande accélération. Vous avez d'un côté les tendances socio-économiques et de l'autre côté les tendances du système Terre, et ce depuis le XVIIIe siècle. Donc vous avez toute la direction de toutes les courbes vont dans la même direction, sans équivoque. Tout augmente, donc la consommation, l'utilisation des engrais, l'urbanisation, le tourisme de masse, l'augmentation du transport, télécommunications et j'en passe. Et de l'autre côté, vous avez la dégradation ou la destruction, si vous voulez, qui augmente partout aussi. Donc, vous avez l'émission des gaz à effet de serre qui augmente, vous avez la perte de la diversité qui augmente, vous avez la destruction des forêts tropicales qui augmente, et vous avez aussi l'acidification des océans qui augmente. L'expansion signifie souvent plus de prospérité pour les sociétés, mais les activités humaines, ils ont un coût environnemental énorme. Donc, on consomme de plus en plus de ressources, on produit de plus en plus de déchets. Bref, on commence à vivre vraiment sur la substance de la planète. Et peut-être un deuxième graphique que j'utilise aussi dans le livre, c'est plus en lien avec la thématique de la chaire de Mark Purdon, donc la consommation mondiale d'énergie primaire directe. Là, c'est en fait la même chose que vous avez déjà vu sur un autre des petits graphiques avant.
la grande accélération de la consommation mondiale d'énergie. Donc, vous avez une accélération de la consommation des énergies fossiles après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous avez d'abord le charbon, ensuite le pétrole et puis aussi le gaz. Et si on souhaite atténuer les émissions de gaz à effet de serre, il faudrait rapidement, radicalement diminuer la courbe grise, bleue et mauve. Et donc, vous voyez que c'est un défi de taille. Donc, dans le deuxième chapitre, j'essaie de montrer quand et comment l'État a commencé à réagir aux problèmes qui apparaissent ainsi. Donc, j'ai parlé de la grande accélération après la Deuxième Guerre mondiale et on fait sentir quand même qu'il y a un revers de la médaille. Donc, on commence à sentir la pollution de l'air, la pollution de l'eau liée à l'industrialisation. Et les gens, les mouvements, les groupes commencent à réagir et le problème de l'environnement commence à se retrouver sur l'agenda politique à partir des années 60 et 70. C'est à ce moment-là, en fait, on peut dire que l'État environnemental a fait son apparition, et ça par la mise en place des institutions. Il y a par exemple les premières agences et ministères qui sont créés à ce moment-là. Vous avez le Environmental Protection Agency aux États-Unis qui est créé en 1960. Vous avez, 70, pardon. Et puis, vous avez le ministère de l'Environnement au Canada en 1971, et puis aussi en France, et puis un peu partout. C'est vraiment au début des années 70 que ces unités administratives sont créées. Mais c'est quoi exactement cet état environnemental? Donc, les auteurs comme Andreas Stewart, Peter Find et James Meadowcroft le caractérisent par 4 attributs. D'une part, un système de réglementation. Ça veut dire c'est dans les années 70, on commence à adopter toute une série de lois pour contrer la pollution, pour gérer les déchets, pour protéger davantage la faune et la flore. Et on utilise toutes sortes d'instruments de politique publique qu'on utilise aussi dans d'autres domaines des politiques publiques, donc la réglementation, les taxes, les subventions, etc. Il y a un appareil administratif qui se met en place. Donc, j'ai mentionné les ministères. Donc, on crée des unités administratives qui sont spécifiques, qui sont dédiées aux problèmes environnementaux. Et on crée aussi une fonction publique. Donc, vous avez de plus en plus de spécialistes qui sont embauchés et qui connaissent en fait ces enjeux. L'État est aussi un ensemble d'idées, de connaissances et d'expertise. Donc, cet appareil administratif permet de produire des connaissances, de produire de créer une expertise. Vous avez par exemple des chimistes avec une expertise en toxicité de certains produits. La fonction publique commence donc à produire des rapports, et c'est des rapports qui sont à la fois destinés à l'extérieur, mais évidemment, ça devient des bases de décision pour les décisions du gouvernement. L'État, finalement, c'est un lieu de décision, de discussion et de contestation. Donc, ce qu'on connaît évidemment, c'est un lieu de décision. On attend de nos élus un lieu de discussion et de contestation. C'est le lieu où les groupes d'intérêt interviennent pour influencer les processus politiques. Donc, vous avez des groupes d'intérêt industriels ou économiques, mais vous avez aussi des groupes environnementaux qui peuvent intervenir. Et donc, ils peuvent entrer en contact avec les fonctionnaires dans les ministères, ils peuvent intervenir dans les commissions parlementaires, ou bien ils peuvent aussi essayer de saisir les tribunaux pour en fait défendre leurs revendications. Ces 4 attributs se retrouvent dans tous les États, mais il y a évidemment des variations dans le temps et puis aussi dans l'espace. Si je prends l'exemple des instruments, donc si on prend les années 70, il y a d'abord, on utilisait beaucoup la réglementation, donc les Command and Control Instruments, donc pour interdire certaines substances ou pour interdire un certain degré de toxicité. Après, dans les années 90, il y avait un peu
en fait, je trouve que c'est toujours un peu une mode, donc il y avait la mode des instruments volontaires, évidemment aussi un peu dans la vague néolibérale. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des instruments économiques, donc on parle beaucoup de taxes, par exemple taxes sur le carbone ou aussi des marchés de carbone. Donc vous voyez un peu une variation comme ça dans le temps, mais ça veut pas dire que les autres instruments ont disparu, donc c'est juste un peu des priorités qu'on met. Vous avez des variations selon les systèmes politiques qui peuvent aussi influencer en fait les politiques environnementales. Donc, un système unitaire comme la France, là, les décisions sont prises de façon plus centralisée. Donc, on traite, approche les problèmes environnementaux de façon plus centralisée qu'au Canada, donc, où l'environnement est une compétence partagée entre le gouvernement fédéral et les provinces. Par exemple, si actuellement le gouvernement fédéral a lancé une stratégie pour l'achat vert, donc pour l'achat public vert, cette stratégie va forcément rester limitée parce que ça ne va pas couvrir l'achat public des provinces ni des municipalités. Vous avez des différences qui se concernent les ressources, donc les ressources personnelles, les ressources financières, et là, souvent dans la littérature, on souligne que les États, enfin les pays du Sud, ils ont souvent moins de ressources, donc ils ont par là aussi une marge de manœuvre souvent plus limitée. Et finalement, vous avez aussi des différences entre, qui concernent l'accès à l'État, des acteurs de la société. Donc, pas tous les acteurs ont le même accès au système. Donc, il y a certains groupes d'intérêt, ou par exemple l'industrie minière ou pétrolière, on dit souvent qu'ils ont certains groupes environnementaux, c'est plus difficile d'accéder directement, mais ils peuvent à leur tour essayer de mobiliser dans la rue et puis parfois aussi à défendre leurs intérêts devant les tribunaux. Et dans l'essai, je développe aussi un peu que la mobilisation des mouvements n'est pas constante dans le temps, donc c'est quelque chose qui est plutôt cyclique, mais donc je ne vais pas trop aller dans les détails ici. Donc, ce que je voulais montrer dans ce deuxième chapitre, c'est que l'environnement est devenu, donc à partir des années 60-70, est devenu une fonction clé de l'État. Donc, c'est vraiment cet État environnemental s'établit un peu partout dans le monde. Et dans le troisième chapitre, j'essaie de montrer qu'il n'est pas resté là. Donc, il n'est pas resté quelque part assis sur les acquis des années 70, mais qu'il était capable d'aller au-delà de ça. Et donc, il n'est pas juste si vous voulez, un gestionnaire réactif. Donc, il peut entamer des réformes et puis il peut aussi renouveler en fait ses institutions. Et une chose que je trouvais intéressante aussi, puis j'en parle un peu dans le livre aussi, dans les années 90, il y a un certain optimisme. Donc, c'est la période après la fin de la guerre froide, ou en tout cas à l'époque, on pensait que c'était la fin de la guerre froide. La question environnementale commence à bien s'ancrer dans les années agenda politique des pays différents. Et il y a aussi pas mal d'activités sur le plan international. Donc, vous vous souvenez peut-être, ou vous avez entendu parler du sommet de Rio de Janeiro en 92. Donc, c'était un sommet qui visait à mettre en œuvre le développement durable. Et puis, on a entamé en fait toute une série des travaux sur des régimes différents. Donc, la protection de la biodiversité date de cette époque, aussi la lutte contre la désertification et bien sûr le début des discussions sur la lutte des changements climatiques. On a donc mis en marche des processus politiques internationaux qui ont à leur tour eu des répercussions sur les politiques nationales des États différents. À travers des années, il y a eu des réformes ou la création des États différents, des créations des institutions différentes, pardon. Un exemple, c'est le Climate Change Committee en Grande-Bretagne qui a été créé en 2008. C'est un comité consultatif qui est composé des scientifiques et qui est censé conseiller le gouvernement britannique en matière de changement climatique.
ce comité-là, il a trouvé après pour la carbone neutralité au Canada, c'est inspiré un peu de ce groupe, ce comité britannique, ou bien aussi le comité consultatif pour les changements climatiques au Québec qui a trouvé aussi une inspiration outre-mer. Autre exemple pour une nouvelle institution, c'est l'émergence des marchés de carbone. Et puis, à titre, Marc Purden pourrait certainement vous dire beaucoup plus que moi, mais c'est aussi des institutions qui ont émergé, je pense, le premier ou un des premiers, c'était en 2005 dans l'Union européenne, et entre-temps, les marchés sont multipliés un peu partout. Il y a donc une multiplication des activités législatives, et à ce propos, je vous ai mis une carte sur l'écran. Donc, c'est le Grantham Research Institute de la London School of Economics. Donc, il retrace un peu les activités législatives dans le monde. Et ça, c'est une représentation la plus récente. Moi, j'étais un peu surpris quand je cherchais un peu l'image. En fait, les données de mon livre sont déjà dépassées, pourtant qu'il a été publié il y a peu de temps. Mais donc, il y a quand même une évolution très, très rapide. Donc, les États légifèrent dans ce domaine-là. Évidemment, ne peut pas forcément dire qu'il y a un impact direct d'une loi sur le degré de réduction des effets de gaz à effet de serre, mais la littérature, les recherches soulignent quand même que l'importance de l'élaboration des cadres réglementaires et évidemment de la mise en œuvre de ces cadres réglementaires, que ça a quand même un impact sur la protection de l'environnement. Une question qui reste ouverte, que j'essaie aussi d'aborder dans le livre, c'est qu'est-ce qui pousse en fait ces États d'agir, de se réformer, d'aller peut-être un peu plus loin. Et donc dans ce chapitre 3, j'essaie aussi de regarder un peu des facteurs différents. Un des facteurs, c'est les chocs externes, donc c'est le facteur, une variable explicative qui est chère aux politologues. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur, qui pousse les politiques à agir. Et évidemment, on peut énumérer des chocs externes en matière environnementale qui ont fait bouger les choses. À titre d'exemple, l'accident nucléaire de Fukushima, puis aussi déjà de Tchernobyl, mais Fukushima ont fait bouger certains gouvernements. Donc, il y a l'Allemagne qui est sortie de l'énergie nucléaire après cet accident, la Suisse aussi. Je pense qu'il y a d'autres pays aussi qui ont pris ça en considération. Donc, ça, c'est un facteur explicatif. D'autres choses qui peuvent faire bouger, c'est le GIEC, donc c'est le groupe d'experts gouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, les scientifiques, ils peuvent faire des recommandations, ils peuvent alerter les décideurs politiques sur, évidemment, des choses qui sont évolutives. Dans ce sens-là, je pense que les scientifiques mettent des problèmes sur l'agenda politique et remettent les problèmes sur l'agenda politique. Ça ne veut pas dire, c'est une fois qu'un problème est reconnu, qu'il est forcément qu'il reste dans l'attention des décideurs. Il y a toujours plein d'autres problèmes aussi qui attirent l'attention. Et dans ce sens-là, je pense à le rôle des scientifiques et des groupes comme le GIEC, c'est très important. D'ailleurs, vous avez aussi un groupe un peu équivalent dans le domaine de la biodiversité, donc sur le plan international, c'est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Après, vous avez des scientifiques aussi au sein de l'administration, donc je les ai mentionnés tout à l'heure, donc ils sont aussi dans les ministères différents, et ils ont leur expertise. Et j'ai aussi mentionné des comités consultatifs qui sont souvent composés des scientifiques, et comme ça, vous avez quand même un peu une entrée en fait de l'information scientifique destinée après aux décideurs. D'autres acteurs, c'est les partis politiques. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a probablement aucun parti politique qui ne mentionne pas l'environnement dans une plateforme politique. Évidemment, ça veut dire autre chose selon les partis. Donc, il y a des plateformes politiques qui sont beaucoup plus élaborées que d'autres.
Mais ça n'a pas toujours été que ça, comme ça que les partis mentionnent l'environnement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Après, vous avez évidemment aussi des différences en ce qui concerne la partie selon les systèmes politiques. Donc, vous avez des partis verts dans beaucoup de pays, mais ils n'ont pas la même possibilité d'intervenir dans les systèmes. Donc, par exemple, ici, dans un système de Westminster comme au Canada, la tâche pour le parti vert reste plutôt difficile, alors que dans des systèmes proportionnels, comme on les voit en Europe souvent ou bien en Nouvelle-Zélande, ils accèdent plus facilement au pouvoir. Actuellement, par exemple, vous avez une coalition en Allemagne où le Parti des Verts est très présent. D'ailleurs, le ministère Habeck est pas mal impliqué dans les discussions actuellement aussi sur la transition énergétique accélérée. Après, vous avez des acteurs économiques. Souvent, évidemment, on les critique d'être pas très proactifs, réactifs et très conservateurs en ce qui concerne les questions environnementales. On a peut-être les groupes pétroliers en tête. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que vous avez des acteurs économiques qui peuvent être très intéressés qu'il y ait une transition énergétique. Par exemple, si vous pensez aux industries des énergies renouvelables, ben, c'est des acteurs qui veulent que ça s'accélère. Après, vous avez évidemment les groupes environnementaux. Là, nouveau, vous avez des préoccupations très variées. Vous avez des groupes qui s'intéressent à la conservation de la nature, jusqu'à des groupes qui font la critique radicale du capitalisme. Vous avez, ces dernières années, il y a eu une grande mobilisation des jeunes pour la lutte contre les changements climatiques. Ce qui est intéressant, puis je l'aborde un peu dans mon essai, c'est les stratégies et les répertoires d'action de ces groupes peuvent être très différents. Donc, il y a certains groupes environnementaux qui fournissent en fait des expertises scientifiques aussi aux décideurs politiques. Il y a ceux qui font du lobbying dans le processus politique. Il y a ceux qui essayent de mobiliser les gens, l'opinion publique, qui essayent de mobiliser aussi un peu les médias, le regard des médias sur ces questions-là. Et vous avez des groupes qui ont choisi la désobéissance civile comme moyen d'action, ou vous avez aussi ceux qui utilisent la judiciarisation comme moyen d'action. Puis là, c'est assez intéressant aussi de voir en fait la judiciarisation, donc les nombres de litiges assez rapidement augmenté ces dernières années. C'est de nouveau une statistique du Grantham Research Center qui retrace ces activités-là. Donc, vous avez l'augmentation des poursuites stratégiques visant un changement sociétal. Vous avez des poursuites contre l'inaction ou le manque d'action des États. Vous avez des poursuites aussi en matière de violation des droits de la personne. Donc là aussi, vous voyez que c'est une mobilisation qui cherche parfois le chemin vers les tribunaux pour quelque part attirer l'attention sur l'urgence du problème. Donc, ce chapitre 4, il montre que l'État joue un rôle clé. Mais là, il reste la question, est-ce qu'il est capable de mettre la société sur la trajectoire durable? Et dans mon introduction, j'avais déjà mentionné que c'est le chapitre avec le grand point d'interrogation. J'aborde un peu dans ce dernier chapitre, pourquoi il est difficile de bouger, d'avancer. La littérature a développé différentes pistes d'explication aussi, puis donc je ne vais pas entrer dans tous. Il y a clairement aussi assez présent aussi dans les médias, c'est la critique du capitalisme. Donc, il y a des auteurs qui disent le grand problème, c'est le capitalisme, et aussi longtemps qu'on ne règle pas ce problème-là, on ne va pas sortir de nos crises environnementales. Il y a ceux qui avancent le concept du verrouillage carbone, donc le carbon lock-in. Il y aurait une imbrication entre les systèmes économiques et institutionnels et les systèmes
technique et donc il y a à la fois les institutions publiques et privées qui sont imbriquées. L'État et les consommateurs adoptent leurs comportements en fonction des complexes sociotechniques dominants et alimentent et reproduisent en fait le système. Donc, je ne vais pas aller plus loin pour ces explications-là. Une explication que je trouve intéressante aussi, c'est l'argument du plafond de verre. Donc, en analogie avec les barrières structurelles qui empêchent les femmes et les groupes minoritaires d'atteindre les plus hautes fonctions au sein d'une organisation. Donc, il y a des auteurs qui ont pris un peu cette analogie et développent un argument en matière environnementale. Donc, ils disent que, en fait, c'est la surconsommation qui a transformé nos sociétés modernes. Donc, les citoyennes et les citoyens, on est tous devenus très dépendants de la surconsommation. Et de son côté, l'État il dépend de l'accumulation du capital privé. Donc, c'est vraiment cet argument qu'on trouve chez les auteurs néo-marxistes aussi. Mais l'État ne dépend pas juste de ça. Donc, l'État ne dépend pas juste du capitalisme en ce sens-là. Il dépend aussi de la légitimité démocratique. Et qui peut lui donner cette légitimité-là? Donc, c'est les citoyennes et les citoyens qui sont eux-mêmes accros à la surconsommation. Et donc, des auteurs comme Daniel Ausknost argumentent que la marge de manœuvre de l'État n'est pas seulement limitée par les intérêts capitalistes, mais aussi limitée par les intérêts des consommateurs qui sont, eux, orientés vers la croissance économique. Donc, ils ont besoin de cette croissance économique pour, quelque part, avoir un degré de bien-être naturel élevé. Et dans cette logique-là, les réformes environnementales de l'État ne s'attaquèrent en fait aux problèmes plus systématiques des problèmes. Donc, ils vont toujours essayer de réformer, de modifier un peu à la marche. Et donc, ils ne s'attaquent pas vraiment aux facteurs de production liés à la surconsommation. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a tendance à déplacer les problèmes donc, dans nos sociétés occidentales. On a tendance à exporter, par exemple, la production vers des pays où peut-être les normes environnementales sont plus faibles. On exporte nos déchets. Quand c'était encore cette semaine, il y avait un article dans la presse ou dans le Devoir, je ne me souviens plus, qui parlait en fait qu'une partie du recyclage québécois est transférée en Inde. Donc, on déplace et quand on déplace, on peut aussi créer d'autres problèmes. Et puis pour moi, un des exemples types dans ce sens-là, c'est la solution des voitures électriques. Donc oui, on pense avoir trouvé une solution, on sort des énergies fossiles, mais en même temps, on crée pas mal d'autres problèmes. Donc on crée une industrie extractive qui a des impacts considérables sur le plan environnemental et puis il y a des impacts considérables aussi sur le plan social. Donc, de nouveau, cette idée, on règle des problèmes ou on crée des fausses bonnes solutions. Donc, il reste à savoir possible de le briser. Évidemment, il n'y a pas de solution parfaite, sinon on ne serait pas là pour en parler. Il y a nouveau plusieurs arguments qui sont souvent avancés. Donc, il y a ceux qui parlent de la croissance verte. Donc, vous avez aussi pas mal des organismes internationaux comme la Banque mondiale qui en parlent. Les économistes libéraux sont généralement en faveur. D'autres sont plus sceptiques aussi parce qu'ils disent qu'on constate les limites physiques de l'efficacité des ressources qui seraient bientôt atteintes et donc comme ça, la croissance verte aurait des limites physiques. On parle de plus en plus de l'économie circulaire, donc ça veut dire on limite l'utilisation des ressources, on essaie davantage de recycler, de réutiliser des ressources, donc c'est certainement pas une mauvaise chose de l'envisager. Un argument que j'aime assez bien aussi, c'est les politiques industrielles, donc qui étaient longtemps un peu décriées avec l'argument que de toute façon l'État, c'est pas
mieux faire les choses que le marché, donc n'était pas capable de choisir des technologies, etc. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus en fait des politiques industrielles apparaître. Et là, je pense que l'État a une véritable marge de manœuvre. Donc, ça implique des investissements dans des technologies plus vertes, ça implique la réglementation, ça implique des incitatifs pour stimuler, faciliter et promouvoir en fait le développement des technologies qui après permettent la réduction des gaz à effet de serre. Et puis je pense là, il y a quand même de nombreux exemples qu'on peut mentionner. En fait, la Chine, c'est peut-être le pays qui a commencé assez tôt avec des politiques industrielles. Donc aujourd'hui, la Chine, c'est vraiment le pays qui est le plus rapide en ce qui concerne le développement des énergies, fait des technologies vertes. Donc, et puis ça, c'était clairement des décisions politiques de promouvoir cette industrie-là. Après, vous avez aussi aux États-Unis, avec le Inflation Reduction Act, vous savez, ça a déclenché pas mal de politiques industrielles. Et puis, la semaine dernière, l'Union européenne a aussi proposé son plan industriel qui fait partie de son pacte vert qui souligne pas mal aussi la contribution des politiques industrielles. Donc, je pense que ces politiques-là, donc, de nouveau, ils ne vont pas régler d'un jour à l'autre le problème important qu'on a, mais ça peut accélérer le processus de transition. Une distinction que le philosophe politique Henry Shue fait entre les émissions de subsistance et les émissions de luxe. Donc, il dit qu'il ne faut pas traiter les émissions de la même manière, parce qu'il y a un certain type d'émissions et quelque part nécessaire pour que les gens puissent manger, puissent subvenir à leurs besoins primaires, alors qu'après, il y a des émissions de luxe. On pourrait plus facilement se passer. Donc, il développe cette distinction, évidemment, dans une perspective de justice sociale. Et puis, moi, je pense qu'il y a un potentiel intéressant aussi, peut-être, où les politiques publiques pourraient s'inspirer davantage. Donc, on connaît dans plusieurs pays, on connaît disons des politiques d'impôt, de l'impôt progressif. Donc, pourquoi pas réfléchir aussi à peut-être faire une distinction entre des émissions puis une idée de différenciation pour faire un peu avancer les objectifs de justice sociale dans ce sens. Mais évidemment, ça là, on est encore sur un plan assez théorique. Pour finir, j'espère que ce petit essai a montré, puis cette présentation vous a donné un peu une idée de ça, que l'État ne fait pas rien, qu'il est quand même au centre des débats importants. Il y a une expertise qui permet de produire des solutions, envisager des solutions. Il a aussi une capacité de mettre en œuvre en fait, certaines solutions. Il dispose des instruments de politique publique. Il y a aussi un certain type de ressources. Mais évidemment, il y a des limites à la fois politiques et institutionnelles. Parmi ces limites, oui, bien sûr, il y a le capitalisme et les groupes d'intérêt, mais il y a aussi des citoyennes et des citoyens comme vous et moi qui sont attachés à notre bien-être et à notre consommation, voire surconsommation. Et dans ce sens-là, je pense, je finis un peu le livre aussi, je pense que c'est une course contre la montre, donc la crise environnementale, on est sur une course contre la montre. Et puis, je pense que c'était aussi souligné au début de la semaine, donc le GIEC a publié son 6e rapport de synthèse, et puis Antonio Guterres a encore une fois souligné qu'on est assis un peu sur une bombe à retardement et qu'on n'a pas vraiment du temps à perdre. Avec ça, je vous remercie de votre attention et j'arrête le partage et
Je donne la parole à Marc, je pense. Oui, merci, Maya. Merci pour cette belle présentation.